Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie d'Édouard de Miolis, directeur digital, data et expérience au sein du groupe Delhaize, un groupe de grande distribution familiale qui opère les enseignes Cora, Match, Truffaut, Animalis, Monnier Frères, etc. Il est également membre du comité éditorial One to One Monaco et revient avec nous sur l'importance de l'expérience client et de la personnalisation de la relation avec le client. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Édouard, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, je vais très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien, merci. Alors, merci à toi de répondre présent pour ce podcast. Je vais commencer avec une question très simple. Peux-tu te présenter et nous retracer ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui ? Alors, présenter succinctement, donc Quadra, né au siècle dernier, 2 enfants, et travaillant depuis le début de l'activité professionnelle dans le secteur du digital, puisque j'ai commencé en 95 dans un parcours mixte, école d'ingénieur et Internet, nouvelles technologies, comme on les appelait à l'époque, de l'information et de la communication. Et j'ai complété cette formation d'ingénieur avec la première formation spécialisée en Internet et multimédia avec l'Institut de l'Internet et du multimédia à Léonard de Vinci. Donc j'ai vraiment commencé les pieds dedans. Voilà. Et depuis, un parcours assez contrasté et diversifié, très intéressant et riche de rebondissements, puisque débutant dans l'entrepreneuriat avec la création avec des collègues de l'université le premier comparateur de prix et de services sur Internet, avant l'arrivée de Calcou, Bravo Nestor, Buy Central, toutes ces reliques qui aujourd'hui pour certaines sont encore assez actives. Ensuite, j'ai enchaîné avec une expérience assez particulière puisque j'ai rejoint le cabinet du président de la République pour être parmi les premiers conseillers au digital ou conseillers, comme on le disait à l'époque, en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Expérience extrêmement enrichissante qui a duré 6 ans. Et puis après, je suis revenu puisque j'avais besoin des chiffres économiques, j'avais besoin de remettre les mains dans l'entrepreneuriat de façon directe, concrète. La fièvre du terrain me manquait beaucoup, en fait. Donc j'ai rejoint le groupe Pixmania pour prendre en charge toutes les activités de délégation e-commerce pour le compte de tiers, où je me suis occupé de la création puis des opérations des sites de Bouygues Télécom. Donc pendant la grosse accélération des télécoms sur les forfaits illimités, l'arrivée de l'iPhone, le débarquement de Free, tous ces événements qui ont stimulé fortement le marché des télécoms, je l'ai vécu du côté digital pour le compte de Bouygues Télécom. Ça a été très dynamique, très prenant comme expérience. La consistance était forte. Il y a eu aussi Carrefour en non-alimentaire, il y a eu Celio, APC, il y a eu Dixons, Currys, PC World, qui étaient les enseignes du groupe anglais qui avaient pris une participation majoritaire dans Pixmania. J'ai eu ST Dupont dans le luxe aussi, j'ai eu Sud Express dans le textile, il y a eu Monnier Frères, Pure Player sur sac à main et accessoires de mode. Il y a eu Prestalis en B2B. Donc voilà, un spectre extrêmement riche, contrasté. C'est ce qui me motive, moi, d'avoir des expériences assez différentes et dans un rythme vif. J'ai enchaîné aussi ensuite avec la Fnac. Donc là, on se retrouve fin 2011. On se retrouve en 2011 où je rejoins les équipes d'Alexandre Bompard pour accompagner donc la mutation de Fnac en acteur multicanal, omnicanal, pluricanal, intercanal, on prend le terme que l'on veut. C'était en gros faire muter le pure player Fnac.com en Fnac.com avec les magasins intégrés, avec le click and collect, avec l'extension de l'offre, avec le développement des technologies et des performances web marketing. L'explosion du mobile aussi, donc tout le dispositif mobile, le rationaliser, le moderniser et le développer.
Et j'ai rejoint donc en 2015 un groupe de grande distribution familiale, plutôt assez discret dans son nom direct, qui est le groupe Louis Delhaize, qui est un groupe franco-belge et qui opère les enseignes Cora dans les hypermarchés, Match pour les supermarchés, Truffaut, Animalis, Monnier Frères, Oura.fr et en Belgique les enseignes Louis Delhaize, Cora, Match aussi sont en Belgique. On est présent en Roumanie aussi. Puis une histoire internationale qui fait qu'aujourd'hui, ce sont que les 3 seuls marchés opérés par cet acteur-là. Voilà, et on arrive à aujourd'hui où je suis maintenant en charge du digital, de la data et de l'expérience client, depuis peu, puisque ça a commencé en toute fin d'année dernière. Donc ce sont mes premiers mois à cette fonction-là. Et mon rôle, en gros, parce que c'est la question qui va suivre, je pense, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, les missions, elles consistent actuellement à orienter les bonnes décisions stratégiques et opérationnelles pour que tout ce qui est évolution des comportements clients, donc là on parle de l'expérience délivrée par les enseignes en face des attentes des clients, soit correctement délivré, que tout ce qui est aujourd'hui capital et potentiel tiré de la data et des outils digitaux soit utilisé de façon appropriée, donc en relation avec les capacités d'investissement d'un côté, la faisabilité à les opérer de l'autre, pour éviter, comme on peut le voir parfois, d'avoir des artifices mis en place sans aboutissement concret en termes de retour sur investissement. Donc voilà, 3 thématiques qui m'animent, le digital, la data et l'expérience client. Donc c'est la convergence qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, c'est de new marketing, comme on pourrait dire. Voilà le rôle que j'ai aujourd'hui. Il est orienté sur les enseignes alimentaires principalement, donc Cora Match et Louis Delhaize. Il est en fait sur un terrain de jeu qui a beaucoup à faire, donc on a énormément de potentiel. On est dans un secteur, la grande distribution, où l'utilisation de toute cette tendance technologiques n'ont pas démarré aussitôt que dans les segments que j'ai pu citer précédemment, comme Fnac, un produit électronique par exemple, ou Pixmania. Donc il y a un peu de retard, effectivement. Le taux de pénétration Internet sur l'alimentaire reste en dessous de la moyenne du marché. Et puis la culture de la grande distribution n'a pas encore complètement absorbé tous les réflexes digitaux que le consommateur a déjà. Ok, comment tu pourrais expliquer ce retard un petit peu de la grande distribution alimentaire? Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier de retard, parce que retard, ça veut dire qu'on a eu une date de départ, et c'est plutôt un mouvement de fond qui prend différentes formes, hein, parce qu'on est déjà dans le sujet du digital, on est potentiellement 4e ou 5e mouvement de fond. Donc je l'appellerais pas, je l'appellerais pas retard. Je dirais on démarre des chantiers digitaux pour répondre aux attentes du consommateur qui sont lisibles sur les tendances des hypermarchés. Et en termes d'échelle, un hypermarché, on est sur des business à centaines de millions d'euros, ce qui fait que le temps que la partie digitale apporte de l'incrémental ou compense une décroissance, ça nécessaire de prendre beaucoup d'élan. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est culturellement et même sociétalement, culturellement, c'est la culture de la grande distribution, c'est le magasin et son emplacement avec son offre fait le gros du business. Donc ce réflexe quotidien ne considère pas forcément les nouveaux canaux potentiels. Et l'évolution sociétale, c'est que le client, aujourd'hui, dans sa mission de course, qu'on appelle mission de course, et je vais faire mes courses avec mon caddie, a considérablement évolué dans les 15 à 20 dernières années, puisque le nombre de ces missions a beaucoup augmenté. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'on en est à plus de 8 maintenant de missions de course mensuelles versus une à deux dans les années précédentes. Juste mission de course, c'est... Mission de course, oui, je vais faire mes courses en alimentaire, je prends mon caddie et je fais mes courses pour 15 jours. Comportement, aujourd'hui, il n'existe quasiment plus. On est sur du comportement de type snacking, c'est que je prends ce dont j'ai besoin pour du court terme.
Donc ça, c'est la tendance du consommateur que l'on vit. Et d'ailleurs, tout à chacun, on le voit avec le comportement qu'on a sur le mobile. L'instantanéité de la consommation du contenu, du produit, du service se traduit sur les business qu'on va qualifier de traditionnels, c'est-à-dire les business de flux physique ou quand un magasin est un bon emplacement, il y a le gros du business qui est fait par ces paramètres-là, par cette équation-là. Je suis au bon emplacement avec la bonne offre. Fait que finalement, la conquête des canaux digitaux a démarré plus tard. Je dirais pas en retard, a démarré plus tard. Et là, la grande distribution, quelque acteur ce soit, c'est pas un secret. En France, et même à l'international, aux États-Unis, c'est lisible, est sujet à des décroissances. Mhm. Donc cette réaction est nécessaire, c'est d'aller chercher sur d'autres canaux la réponse d'ailleurs à ce que nos consommateurs attendent dans un premier temps et dans un second temps, enfin dans un parallèle, d'aller chercher le business que l'on peut avoir avec le online, avec le drive, notamment pour nous sur l'alimentaire. D'accord, donc oui, c'est surtout les attentes des consommateurs qui ont évolué ces dernières années, et notamment l'expérience client, donc, parce que Oui. c'est quand même la partie de ton travail. Donc pourquoi l'expérience client prend une place de plus en plus prépondérante au sein des stratégies marketing des entreprises, et je pense également du groupe Deleuze. Alors, l'expérience client, c'est le nouveau terme pour le marketing relationnel, la relation client, avec un paramètre en plus, c'est le sensoriel, c'est la surprise, c'est l'étonnement. Le consommateur d'aujourd'hui, et ça n'engage que moi, mais je pense que c'est lié au comportement, euh, à l'évolution des comportements qui est arrivée avec les plateformes digitales. On se retrouve avec des flux de contenu très visuels, très faciles à travailler, dont la qualité, voire même le côté artificiel est exacerbé, ce qui fait que l'image prend une puissance très forte, le sensoriel est attendu, la surprise l'emporte parfois plus sur la notion d'utilité, et que tous ces ingrédients font ce qu'on appelle une expérience. Et il suffit de regarder dans les 3-4 dernières années, et l'un des principaux vecteurs qui a mis beaucoup de stimulation à cette notion d'expérience, et encore une fois, c'est de mon point de vue, c'est Instagram. C'est qu'aujourd'hui, quand on est dans un business, soit les digital native vertical brand qui sont nés avec cette notion de marketing relationnel individualisé, d'image, Mhm. de sens très travaillé, euh, ont utilisé et d'ailleurs n'utilisent quasiment que ces comment dire ces outils pour exister. Et de l'autre côté, les magasins traditionnels, il suffit de regarder là dans le dernier Nordstrom qui a ouvert à New York le shop-in shop de Burberry's et l'autre de Nike. On est dans des expériences qui sont assez loin des codes initiaux de la marque, de ces deux marques respectives. Le magasin Nike, il est recouvert de velours rouge, rien à voir avec le rouge de Nike. On est dans la surprise. Le magasin devient Instagrammable. Donc là, on crée une notion d'expérience qui rend le magasin intéressant, qui devant le magasin comme étant une destination de surprise, de divertissement. On pourrait imaginer beaucoup d'autres mises en scène dans un magasin pour le rendre plus expérientiel. Et c'est là où, au-delà de la notion de toucher ou de, ou de vue, on peut aller sur la combinaison avec l'ouïe, la musique, pas la musique, la bonne musique. Et donc, on est sur l'ensemble des sens, sur une notion de sérendipité, de surprise, d'étonnement, d'éblouissement, et c'est tous ces ingrédients-là qu'il faut travailler dans le magasin physique maintenant pour créer des effets waouh. Et ça a un corollaire assez pernicieux, c'est qu'en conséquence de ça, ça fait monter en gamme l'environnement, et donc potentiellement l'offre, et donc potentiellement les prix. Il suffit de regarder assez facilement toutes les DNVB aujourd'hui qui proposent des produits avec leur discours de conscience, de netteté, de traçabilité, de responsabilité, qui sont légitimes, qui sont cohérents et qui sont complètement rationnels par rapport aux attentes du consommateur, représentent des prix dont l'équivalent en business physique classique, ou le quasi-équivalent, mais n'est pas du tout au même prix. Et je me disais aussi, en plus de l'effet waouh comme ça dans les magasins, la personnalisation de la relation client, c'est également quelque chose d'important en ce moment. Et vous, au sein du groupe Deleuze, les datas que vous récoltez sur vos clients, elles vous servent par la suite pour personnaliser vos campagnes marketing, et notamment
le marketing relationnel? Alors, vous avez raison, dans l'expérience client, ce que l'on énonce comme étant l'effet waouh, c'est la réaction du magasin par rapport à ses attentes de consommateurs, la surprise. Il y a évidemment en face le fait que cette offre-là soit, la mieux adaptée, au consommateur qui vient faire ses courses. Donc la personnalisation aujourd'hui, ce que j'en pense, c'est que déjà j'en pense que c'est indispensable. C'est qu'aujourd'hui Mmh. une relation qui n'est pas personnalisée est une relation qui a beaucoup plus de chances de créer de l'insatisfaction. Aujourd'hui, la relation personnalisée, enfin jusqu'à aujourd'hui, parce que les tendances récentes montrent que ça s'inverse fortement, la relation, elle était personnalisée quand on était post-achat suite à un problème. Où là, on se retrouve à devoir avoir un interlocuteur dédié ou un interlocuteur connu, incarné, qui considère notre problème. Aujourd'hui, cette relation individualisée, elle s'est transposée du après-vente à l'avant-vente, voire même au prédictif, avec une capacité à cerner au mieux une sélection qui pourrait convenir au consommateur avant qu'il ait fait son acte d'achat. Et ce que je disais tout à l'heure avec les plateformes digitales, c'est qu'on est dans un marketing de l'individu. L'individu lui-même fait son propre marketing avec Mmh. son Facebook, son Instagram, son Twitter, son Pinterest, tous ces environnements sociaux où on anime ses tribus avec son propre ego branding. Voilà, on a exactement le même corollaire de l'autre côté avec les marques et enseignes, hein. C'est-à-dire qu'on doit répondre à cette micro-tribu, voire même à son leader, qui est le consommateur que l'on a dans nos murs ou sous nos supports électroniques. Donc le marketing individuel, il est indispensable avec la personnalisation euh, pour, euh, pour avoir une relation qui soit la plus ciblée en avant-vente et en après-vente. L'individu, il est devenu un média de toute façon aujourd'hui. Donc si les éléments qu'on lui fournit ne correspondent pas à ses attentes, c'est que la ligne éditoriale elle est pas bonne et hop, il a tourné la page, hein. Mmh. C'est vrai. Du coup, en plus de tout ça, d'expérience client, personnalisation, selon toi, quelles vont être les grandes, tendances marketing qui se dessinent pour la décennie à venir? Mais plus globalement pour le commerce, en général? Le client va-t-il encore devenir, plus exigeant qu'il ne l'est déjà? Alors, décennies à venir, c'est oula, le défi est gros. Je vais juste rajouter un petit point sur la question précédente auquel j'ai pas répondu. Aujourd'hui, chez Louis Delhaize, on capitalise évidemment sur les datas. On n'est pas encore à un niveau de maturité que d'autres peuvent avoir sur Ouais. le marché pour exploiter cette donnée pour personnaliser la relation client. En tout cas, ce sont des chantiers importants qui sont en cours. Et là, pour le coup, on n'est pas en retard quant à ces tendances-là. On va évidemment exploiter la data de façon beaucoup plus performante. Maintenant, pour les tendances marketing sur la décennie à venir, alors j'aurais du mal à prédire sur la décennie. Je vais plutôt confirmer les tendances 2020, parce qu'on voit que les changements de comportement, cycle de 10 ans, on en a presque deux même en 10 ans. Euh, Moi, je dirais que en comportement, ce que l'on ressent, c'est une évolution de la responsabilité du client comme du distributeur et des enseignes, des marques. L'évolution importante de la traçabilité, d'où ça vient, qui l'a fait, Mmh. par où c'est passé, et qui plus est dans l'alimentaire, où la forte croissance du Mmh. bio, tout ce qui est augmentation des polémiques sur tout ce qui est composants additionnels, composants chimiques pour la culture, tout ce qui est au-delà du produit, l'origine du produit, des composants fondamentaux du produit, Mmh. euh, fait partie des attentes voilà, qui augmentent beaucoup. Donc responsabilité, traçabilité, conscience, la conscience de l'achat. Ça fait Oui, aussi sa partie des proposition. signes que l'on voit augmenter. Et on en a parlé tout à l'heure, c'est les attentes et les exigences en termes d'expérience, de personnalisation, de relations individualisées, augmentent de plus en plus Mmh. rapidement. Et ça, c'est stimulé par tous les outils que l'on a digitaux et plateformes sino-américaines qui proposent des expériences tellement redoutables d'efficacité que le niveau d'exigence par défaut du consommateur augmente, en avant-vente comme en après-vente. Après, je dirais que dans les autres tendances au niveau technologique, il y a bien évidemment, ça c'est plus une surprise, c'est l'intelligence artificielle qui permet
avec ses capacités d'apprentissage, d'améliorer Alors tout le monde dit intelligence artificielle, personnalisation dans le retail. Effectivement, oui, elle aide à personnaliser, à lire des comportements et personnaliser donc des propositions. Mais il y a aussi l'intelligence artificielle sur les processus opérationnels pour l'exploitation de nos business. Ou notamment, comme on l'a vu au NRF là, début de l'année, la computer vision est partout maintenant. Enfin, elle est partout dans le salon et elle va arriver partout dans nos business et processus pour la Mhm. gestion des inventaires, des étagères, le placement des offres, le parcours des clients, le parcours des utilisateurs, hein, parce qu'il y a aussi nos collaborateurs hein, qui peuvent tirer beaucoup profit de cette intelligence artificielle à des fins donc d'optimisation, de prédiction, de personnalisation. Et troisième point, donc après comportement et techno, je mettrai sur les supports l'évolution des micro-contenus. Donc là, les mini formats vidéo deviennent très très populaires. Je prends un exemple comme les brutes, les combini, etc., qui ont bien émergé sur les 2 dernières années, se popularisent de plus en plus. Au-delà de la notion de média d'information, on est sur l'animation marketing maintenant, et c'est, je pense, stimulé par le concept de stories lancé par Instagram et par Facebook, et qui d'ailleurs va évoluer vers la vidéo TV, Instagram TV, Facebook Watch et toutes ces capacités à produire des micro-vidéos pour les particuliers comme les industriels. Accélération du social commerce et du marketing d'influence. Social commerce, donc Instagram checkout, les boutiques sur Facebook, le Pinterest qui accélère là en Europe de façon très très concrète. D'ailleurs, je mettrais Pinterest comme étant une des tendances intéressantes en marketing à lire. Et encore une fois, je fais le corollaire à ce que je disais tout à l'heure, le visuel, l'image, génération image. Les podcasts, preuve en est, là, qui poursuivent leur percée, ce qui est d'ailleurs assez amusant, puisque faut rappeler que le podcast, il a été créé en 2000, mais en 2020, donc là, une technologie qui revient à la mode, ou qui émerge de façon très concrète après un cycle de 20 ans, ça illustre que tirer des projections sur les tendances marketing de la décennie est assez complexe. Voilà, et il y a un point que j'ajouterais sur comportement techno comme support, c'est la sensibilité à la privacy, la notion de qu'est-ce que l'on fait de ce que je fais, notamment via mes données personnelles, qui à mon sens va être une contrainte comme une opportunité d'ailleurs, parce que quand c'est correctement géré et annoncé, euh, correctement géré au niveau légal, technique et client, euh, bah, ça devient une force hein, d'être transparent complet sur la manière avec laquelle on gère la privacy, bien que ce soit, si on compare au niveau global, une contrainte de l'Europe par rapport aux autres marchés. Ça restera, si on rapporte ces tendances marketing au niveau européen, un sujet important à suivre en termes de tendance. D'accord, oui, donc les tendances traçabilité, transparence, exigence des consommateurs, intelligence artificielle, donc ça sera des sujets qui seront abordés notamment au One-to-One Retail e-commerce de Monaco du 17 au 19 mars prochain, où il me semble que tu seras présent. Je serai présent, oui, je suis fidèle à cet événement depuis 10 ans, il n'y a pas de raison que je rate le 10e. Alors pourquoi cette fidélité? Qu'est-ce que tu as retiré des précédentes éditions et qu'est-ce que tu attends de cette édition 2020? Alors, c'est un événement qui est quand même un marqueur fort, voire un étalon sur le secteur de l'e-commerce à l'origine. Alors l'e-commerce, il est devenu suffisamment holistique, multicanal aujourd'hui que je dirais e-commerce et retail, ce qui d'ailleurs a fait changer la signature il y a 2 ans, je crois. Euh, donc ça fait converger une sélection d'acteurs et de fournisseurs de services sur 3 jours dans une densité et efficacité très riche. Donc il y a un côté humain qui est convivial, intéressant pour du networking et qui est efficace. Et il y a un côté business où les rendez-vous avec des slots timés rend l'aspect veille comme recherche de solutions sur des sujets très concrets
très performant. Oui, qu'est-ce que tu as retiré des précédentes éditions? Que Monaco était beaucoup en travaux l'année dernière, ça m'avait marqué, qui paraît-il va être encore en travaux cette année. Non, non, mais plaisanterie mise à part, j'ai remarqué qu'on quand même que d'une année sur l'autre, on a des tendances assez différentes sur les les sujets, les gros chapitres qui émergent. Donc là, sur les 2 dernières années, il y avait quand même eu pas le podcast, pardon, les chatbots. Bon, bah, ça y est, il est établi que maintenant le chatbot il est intégré dans les supports et outils de relations clients. Mais il y a quand même eu un chatbot, voicebot, un voice assistant, pardon. Il y a eu aussi les tendances du last mile. Bref, à chaque saison de one-to-one Monaco, on confirme l'émergence d'un sujet. Et en plus, c'est bien parce que Monaco, One-to-One Monaco, ça a lieu au mois de mars. Là, cette année, il y a un momentum qui est hyper intéressant. C'est que la NRF à New York au mois de janvier. En ce moment, le Euroshop Düsseldorf, euh, ça crée une lecture euh, des tendances, des sujets du moment qui est ultra, ultra sharp, comme on pourrait dire. Ouais, tous les mois son événement. Voilà, Et je sais que tu fais partie du comité éditorial du One to One. Donc, effectivement. ça correspond à quoi exactement? Alors le comité éditorial, c'est un groupe d'exécutifs qui, en gros, ont les mains dans le business et qui accompagnent la sympathique équipe de Comexposium One-to-One Monaco qui organise le salon pour justement confirmer la lecture de ces tendances comme étant les sujets de prédilection, les sujets attendus par le visitorat. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est qu'on se réunit régulièrement pour accompagner les sélections qui sont faites, puisque le nombre de places est inférieur au nombre de demandes. C'est un salon qui est assez demandé, hein, de par sa position historique et sa qualité. Et en troisième point, du moins de ce que je retiens moi aujourd'hui, de la manière avec laquelle j'interagis avec l'équipe, c'est sur la sélection des Mhm. startups qui vont venir présenter sur le village startup cette année leurs solutions. Donc voilà, en pratique, c'est des réunions avec l'équipe e-commerce one-to-one et les autres membres prestigieux du comité. C'est toujours super Mhm. riche en termes de niveau. C'est à peu près tous les mois et demi, tous les 2 mois avant l'événement. D'accord. Alors, j'ai une dernière question que j'aime bien poser, qui est maintenant plus à titre personnel. Toi, en tant que consommateur, quelle a été ta meilleure expérience client? C'est super dur d'en retenir une. Alors, globalement, l'effet surprise, waouh, génial, sur les 12 derniers mois, j'en ai pas eu. Je l'ai eu sur des technologies, je l'ai eu sur des keynotes de par la personne qui l'a présenté, mais en expérience sur une appli mobile ou sur une marque, euh, alors, mais c'est aussi du fait de mon historique et mon niveau d'exigence, hein, c'est que l'effet waouh est de plus en plus scoré. Donc, en revanche, j'en ai avec lequel je suis assez promoteur. J'en ai une parce que je voyage quand même beaucoup, notamment beaucoup en train en Europe. Et donc l'application Trainline, je la trouve redoutable en UX d'efficacité. C'est un bonheur de pouvoir prendre ses billets de Thalys dessus et autres TGV avec quelques clics. Donc elle est redoutablement Ouais, bien, elle est bien. bien conçue. Donc ça, je dirais, c'est une bonne expérience en application mobile, qui plus est dans un environnement de transport, de mobilité par définition. La deuxième que je citerai, c'est ce que fait Cézanne, la marque de textile pour femmes. J'ai une femme qui est très fidèle à cette marque-là et je trouve que leur communication, leur présentation jusqu'au colis, l'ouverture, l'expérience qui est à l'ouverture du colis est géniale. Hyper bien faite, très qualitative, personnalisée, superbe. Le relationnel aussi, il y a des momentum qu'ils savent extrêmement bien gérer, il y a des absences qu'ils savent bien réactiver. Donc Cézanne en relationnel, super. Ah si, le 12 derniers mois, je me suis menti. Le 12 derniers mois, il y a quand même eu un truc sympa qui a été fait, une fonctionnalité assez sympa qui a été faite par Jennifer, la marque de textile, Don't Call Me Jennifer d'ailleurs maintenant, qui propose en fait de faire payer le panier par les parents ou par quelqu'un d'autre.
Ah oui, j'ai vu ça aussi. J'aurais bien aimé avoir eu ça quand j'avais 16 ans. Voilà, donc je trouve l'idée techniquement, elle est pas si tordue que ça à faire et franchement, eh ben, il fallait y penser, ils y ont pensé. Là, je dis ouais, bravo, génial. Voilà, puis après, c'est les petites DNVB que je pourrais citer. Il y a celle des mini-mondes montée par Quentin Houry que j'aime bien, les jeux pour enfants en plastique recyclé. Il y a une super histoire derrière. L'équipe dont le cofondateur que je viens de citer, Quentin Houry, est hyper dynamique. C'est frais, c'est sympa. Ça répond au code de responsabilité environnementale, des jouets pour enfants, autre chose que des écrans. Donc ça, j'aime bien les mini-mondes. Et puis aussi Justine Hutto avec Respire. Bravo sur ce qu'elle fait, son dynamisme. Et donc là, en tant que consommateur avisé, puisque dans le secteur depuis un bout de temps, ça fait partie, les deux que je viens de citer, voilà, d'entrepreneurs que je trouve sympa et que je recommande de suivre. Voilà, ils font des produits responsables et ils sont hyper dynamiques dans leurs projets. Merci beaucoup, Edouard, pour tout ce que tu viens de nous partager. C'était un réel plaisir. À bientôt et merci. Avec plaisir. Donc j'y suis à partir du 17, comme beaucoup. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce nation.